Koulibaly. Les titres. Le président du Conseil national de transition, colonel Malick Diaw, est depuis hier à Lomé au Togo. Il participe ce jeudi à la conférence des parlementaires sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et l'engagement des jeunes en Afrique. Vous l'entendrez en début de journal. Dans notre série de dossiers sur le 20 janvier, Siaka Konaté parlera de la prise en charge des blessés de guerre sur le théâtre des opérations. C'est officiel, l'ERTM affilié à l'UNTM lève son mot d'ordre de grève initialement prévu le 19, 20 et 21 janvier 2023. À propos, vous entendrez le secrétaire général de l'ORTM, Abdrahman Infa Touré. À l'international au Sénégal, une grève dans le secteur des transports a débuté hier. Plusieurs syndicats sont mobilisés pour dénoncer les mesures prises le 9 janvier dernier pour lutter contre l'insécurité routière. En sport, en Europe, la Supercoupe d'Italie a été gagnée par l'Inter Milan devant son rival, le Milan AC, sur le continent. La 7e édition du CHAN Algérie 2023 se poursuit. Et enfin, la chronique judiciaire portera sur le droit international humanitaire, appelé aussi droit de la guerre ou droit des conflits des armées. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Bonjour et bienvenue. Nous sommes jeudi 19 janvier 2023. Comme annoncé dans les titres, le président du Conseil national de transition, colonel Malick Diaw, est arrivé hier à Lomé. Il a été accueilli à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema par la présidente de l'Assemblée nationale du Togo, Yawa Djigbodi Tegan. Dans la capitale togolaise, le colonel Malick Diaw participe ce jeudi à la conférence des parlementaires sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et l'engagement des jeunes en Afrique. Une rencontre de 2 jours organisée par le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et l'Assemblée nationale togolaise en collaboration avec l'Union interparlementaire africaine et l'Organisation internationale de la Choura du Qatar. Le président du CNT salue les bonnes relations entre le Mali et le Togo, les autorités togolaises pour l'avoir invité à cette conférence, un cadre d'échange d'expériences. Écoutons le colonel Malick Diaw. Il est interrogé par nos envoyés spéciaux au Togo, Siaka Konaté et Abouaka Traoré. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités togolaises, à commencer par le président de la République togolaise, son Excellence Faure Yadema. Également remercier l'honorable présidente de l'Assemblée pour l'invitation adressée au Conseil national de transition du Mali afin de participer à cette conférence parlementaire sur l'engagement des jeunes contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Venir répondre à l'invitation de l'honorable présidente ne peut que nous renforcer en expertise et expérience pour que nous puissions vraiment relever tous ces défis sécuritaires qui nous attendent sur le terrain. Également aussi, nous allons joindre l'utile à l'agréable, profiter de l'expérience parlementaire. Évidemment, il y aura des échanges entre parlementaires, ce qui justifie d'ailleurs la taille de ma délégation parce qu'il y aura des travaux. Tout en espérant vraiment retourner avec des expertises pour que la paix puisse revenir en Afrique et pour que la jeunesse qui est déjà dans le cœur des actions des autorités de la transition, vraiment pour que cette jeunesse puisse s'épanouir dans la paix. Nous nous réjouissons énormément vraiment des liens séculaires historiques qui ont toujours existé entre le Togo et le Mali. Après les événements du 18 août, l'histoire retient que le Togo a été l'un des premiers pays à accueillir les autorités de la transition. Le Togo est reconnu par sa qualité de médiateur que d'autres pourront énormément bien apprécier. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de féliciter et remercier son Excellence le Président Faure Yadema pour le service rendu à l'humanité et à l'Afrique tout entière.
Notre outil de défense doit être conforme aux enjeux de l'heure et à la montée en puissance des femmes. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, l'a réaffirmé lors de la cérémonie de clôture de la rencontre d'échange et de partage de la hiérarchie militaire autour de l'évaluation de l'engagement opérationnel des forces armées maliennes. À l'issue des travaux, les participants ont élaboré un guide de référence susceptible d'améliorer considérablement la coordination des opérations des femmes. Reportage Jules Sambou Sissoko. Améliorer considérablement l'engagement opérationnel des forces armées maliennes par des moyens et stratégies multiformes demeure une priorité des plus hautes autorités de la transition à travers le ministère de la Défense et des anciens combattants. Pour preuve, un guide de référence est élaboré dans ce sens au terme de 3 jours de concertation et de partage des hauts responsables de la hiérarchie militaire. Cette initiative est pertinente à tout point de vue, selon le chef d'état-major général des armées, général de division Oumar Diarra. Après 2 ans opérationnels, s'arrêter, faire des constats, évaluer ce que nous avons pu faire de positif. Certainement, il y a des acquis majeurs qui sont là dans le cadre de la conduite des opérations, et relever les insuffisances et puis voir vraiment les perspectives. Et c'est ce qui a été fait. La table ronde s'est terminée par des orientations qui ont été données par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Le guide de référence élaboré participe à une meilleure coordination des opérations des FAMA. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous sommes tous d'avis que cette table ronde a été très productive, animée par la volonté de chacun de contribuer à la mise en conformité de notre outil de défense aux enjeux de l'heure et à la montée en puissance des FAMA. Cette approche globale est fondamentale pour que tous les instruments de la puissance publique s'intègrent et agissent de concert dans la résolution de la crise multidimensionnelle qui secoue le pays. Aux attentes et préoccupations de l'état-major, des solutions idoines seront apportées, a précisé le ministre de tutelle. Vos demandes formulées, notamment dans le domaine du renforcement des ressources humaines et matérielles, recevront un accueil favorable des plus hautes autorités politiques qui ont toujours donné la priorité aux questions de défense et de sécurité. L'approche globale, encore une demande forte de cette table ronde, stratégie indispensable à l'éradication des mouvements insurrectionnels qui ont recours au terrorisme, sera défendue et soutenue auprès du gouvernement. Hisser les FAMA à la hauteur des nouveaux enjeux du moment, c'est la finalité recherchée. Autre titre de ce journal, prise en charge des blessés de guerre. Les soldats blessés au front sont d'abord soignés sur le théâtre des opérations par une équipe médicale qui suit leur unité. Ensuite, ils sont évacués vers les structures de santé du niveau local ou vers la polyclinique des armées de Kati, l'hôpital de Kati et l'hôpital du Mali. Les cas compliqués sont évacués à l'étranger, du transport à l'hospitalisation en passant par les analyses, les médicaments, l'alimentation, tout est gratuit. Le dossier sur la prise en charge des blessés de guerre, c'est avec Siaka Konate. Mahamadou Mariko et Alkaou Kamisoko, 2 militaires blessés dans des attaques et à des endroits différents. Le premier le 5 novembre 2021 à Nara, le second à Sinzanangara, région de Ségou, le 8 décembre 2022. Nous les avons rencontrés à la polyclinique des armées de Kati où ils sont soignés. Ils sont satisfaits de la qualité des soins qui leur sont dispensés. Mahamadou Mariko, militaire victime d'attaques terroristes à Nara. Les blessures seront Nara. Je fais poste d'attaque vers 20h30 comme ça. J'ai été blessé à la cuisse par balle dans l'attaque du poste de sécurité de Nara vers 20h30. On m'a administré une poche de sang et des calmants avant de m'évacuer ici. On est bien pris en charge ici. La qualité des soins et des repas est bonne. Alkaou Kamisoko, militaire victime d'attaque à Sinzanagar. Depuis qu'on est là, c'est eux qui s'occupent de tout. Tout est pris en charge par la polyclinique. Vraiment, on est satisfait. La prise en charge quand même, c'est total ici. Tous les médicaments sont disponibles et au moment opportun. Les blessés peuvent être pris en charge aussi par l'hôpital de Kati et l'hôpital du Mali. Ils reçoivent les premiers soins sur le théâtre des opérations avant leur évacuation vers ces structures qui se fait soit par la route, soit par les airs. Le général de brigade Mohamed Alpha Diaw, directeur central des services de santé des armées. Quand les unités montent en opération,
l'unité est accompagnée par un service médical, si je peux parler ainsi. Donc un médecin, des infirmiers, une ambulance et des médicaments. D'abord, avant même qu'ils soient engagés, chaque soldat est équipé, comme on dit, rôle 0, d'une trousse individuelle de combattants. Et cette trousse contient certains matériels qui peuvent permettre éventuellement de limiter, sinon de bloquer les hémorragies. Alors, quand on est blessé, quel que soit le niveau, l'équipe médicale prend en charge sur le terrain, fait les premiers soins pour stabiliser le patient. Après, il est ramené en arrière, donc il est sorti du feu, il est ramené à un certain niveau, à un centre médical sur le terrain, et on le stabilise encore mieux afin de préparer l'évacuation. Si on peut gérer sur le terrain, on gère sur le terrain et on n'en parle plus. Mais maintenant, si le cas dépasse le médecin qui est sur le terrain, le médecin va engager les procédures d'évacuation. Alors, de deux choses. Ou alors, il y a l'ambulance, il peut l'évacuer par route, ou alors il demande l'évacuation par air. Alors ça peut être par exemple au niveau régional, où il est encore mieux stabilisé avant qu'on l'évacue à Bamako. Alors le blessé qui arrive jusqu'à Bamako, il est pris en charge au niveau de la polyclinique des armées. Les plateaux techniques de ces hôpitaux étant limités, les cas compliqués sont évacués à l'étranger, mais le nouvel hôpital militaire en chantier à Banakoro devra permettre non seulement de prendre en charge les blessés de guerre et les civils, mais aussi de réduire les évacuations à l'extérieur, donc de faire des économies. Général de brigade Mohamed Alpha Diaw. Nous voulons aller vers justement l'hôpital d'instruction des armées pour que nous puissions vraiment être à jour et prendre en charge pratiquement tous les cas. Et ça va réduire vraiment beaucoup les évacuations sanitaires à l'étranger, parce que si nous devons évacuer, la plupart des blessés qui sont évacués à l'étranger, ils vont aller être pris en charge par des collègues qui sont là-bas, mais on a fait les mêmes études. Seulement, peut-être ils sont mieux équipés et ils sont mis à jour. Parce que quand on évacue un blessé, ça a un coût. On est ambitieux, hein? Parce que si on arrive à bien faire, peut-être que c'est les pays de la sous-région aussi qui vont évacuer leurs personnes chez nous, les malades. Et en ce moment, maintenant, ça fait une rentrée d'argent pour le Mali aussi. Une infrastructure d'une telle envergure ne pourra accomplir ses missions sans des ressources humaines de qualité. C'est pourquoi la Direction centrale des services de santé travaille sur un programme visant à recruter de nouveaux médecins généralistes et spécialistes et former les personnels déjà existants pour animer la nouvelle structure qui aura une capacité de 269 lits, un plateau technique moderne avec des équipements de dernière génération. Le nouvel hôpital militaire est bâti sur 15 hectares pour 26 milliards de francs CFA financés par le budget national. C'est officiel. L'ORTM affilié à l'UNTM lève son mot d'ordre de grève initialement prévu les 19, 20 et 21 janvier 2023. En conséquence, le comité syndical de l'ORTM invite les militants à reprendre le travail ce matin, ce jeudi matin. Écoutons le secrétaire général du syndicat de l'ORTM, Abdraman Infa Touré, au micro de notre reporter Abdul Karim Kaba. Ce que nous pouvons retenir après ces négociations, c'est qu'elles se sont passées dans de très bonnes conditions, échangées sur les 5 points de préavis qui concernent une loi sur les 1 franc sur la téléphonie, au titre du décret du 7 septembre 2017, aujourd'hui qui ne se retrouve pas dans le nouveau décret. Le comité syndical de l'ORTM a demandé au gouvernement de transformer cela en une loi qui puisse venir en recette valable pour booster l'ORTM dans sa recherche de fonds. Le deuxième élément portait sur les lieux, le site de Suleiman Bougou et de Kati. Le site de Suleiman Bougou est réservé pour les archives de l'ORTM, occupé illicitement par des bandits depuis plusieurs années. L'ORTM a demandé à travers le comité syndical la démolition de toutes les constructions. Le troisième élément portait sur la prime de fonction spéciale qui depuis 2007 a connu son existence à travers un décret présidentiel mais qui n'a pas connu d'évolution. Nous avons demandé depuis 2019
à travers un préavis porté par le comité syndical ORTM-SMTD, une augmentation de cette prime-là. Un PV de conciliation avec des accords avait été signé, mais n'a pas du tout bougé. Donc nous sommes revenus sur ce point dans ce préavis-là. Le quatrième élément portait sur les dossiers de l'ORTM, les contrats et accords bloqués ici au niveau du département ministériel pendant un bon temps. Et cette question a été débattue et nous avons fini par un accord. Le dernier point, c'est sur la redevance que nous avons demandé à l'État de prendre en charge et de verser directement les 2,5 milliards à l'ORTM. C'était l'évaluation faite par la direction de l'ORTM. Au lieu que l'ORTM continue à faire le recouvrement. Avec toutes les difficultés que nous avons eues de 2017 à nos jours, jusqu'à présent, l'ORTM n'a pas pu rentrer dans ce droit-là. Donc sur les différents points, c'est seulement le premier point que nous n'avons pas pu accorder les violons. Le deuxième point a connu un accord partiel. Les trois autres points ont connu des accords. Donc au vu des différents accords et désaccords, il n'y a qu'un seul désaccord, qui n'est même pas un désaccord complet, mais des dispositions sont prises pour que le dialogue puisse continuer. Et qu'on se retrouve dans les plus brefs délais pour trouver une solution à ce point-là. L'accord partiel également, c'est la même chose. Donc au vu de ces accords, nous avons décidé au niveau du comité syndical de lever le mot d'ordre de grève prévu pour le jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21. À présent, un œil sur l'actualité hors du Mali à 7h passées de 17 minutes. Tout d'abord au Sénégal, une grève dans le secteur des transports a débuté hier. Plusieurs syndicats sont mobilisés pour dénoncer les mesures prises le 9 janvier dernier pour lutter contre l'insécurité routière. Un plan annoncé dans la foulée de l'accident meurtrier survenu dans le département de Kaffrine. Mais certains transporteurs protestent contre le manque de concertation et l'impossibilité d'appliquer certaines dispositions. Toujours au Sénégal, vers un procès dans l'affaire Adji Sarr face à Ousmane Sonko. Après la confrontation qui a eu lieu le 6 décembre 2022, le doyen des juges a délivré une ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle. Cela a été confirmé par les avocats des deux parties. La date de l'audience n'a pas été programmée à ce stade. En Guinée équatoriale, Ruslan Obiang, fils du président arrêté sur ordre de son demi-frère Théodorine, selon l'annonce faite mardi dernier à la télévision d'État, Ruslan Obiang a été placé en résidence surveillée. Il est soupçonné d'avoir vendu un avion de la compagnie aérienne nationale à une société espagnole. En octobre 2018, Ruslan Obiang était directeur de la compagnie nationale Ceiba Intercontinental. Au même moment, un ATR 72-500 de la compagnie est envoyé en révision technique en Espagne. Mais depuis, il n'est jamais revenu sur le sol équato-guinéen. À présent, la page des sports. Et football, en Europe, la Supercoupe d'Italie a été gagnée par l'Inter Milan devant son rival, le Milan AC. Sur le plan national, l'actualité reste dominée par la 6e journée du championnat national de football féminin. Et sur le continent, la 7e édition du CHAN Algérie 2023 se poursuit. Place cet après-midi à la 2e journée des matchs de poule dans le groupe C. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Abdelkarim Kaba. La 2e journée du championnat d'Afrique et des Nations CHAN Algérie 2023, les choses se relancent dans le groupe D. En effet, l'Ouganda a créé la surprise en disposant du Sénégal battu par 1-0. Les Ougandais prennent ainsi la tête de cette poule devant les Sénégalais. Auparavant, la RD Congo et la Côte d'Ivoire se sont neutralisés. Après avoir raté les premières sorties, les deux sélections, à savoir la RD Congo et la Côte d'Ivoire, n'avaient pas droit à l'erreur. 0 but partout lors de cette 2e journée du groupe B. Avec ce nul, les Ivoiriens se compliquent la tâche pour une qualification en quart de finale, alors que la RD Congo garde toutes ses chances. Cette 2e journée des matchs de poule du CHAN Algérie 2023 se poursuit cet après-midi dans le groupe C, notamment cette rencontre entre le Ghana
et le Soudan. Toujours CHAN Algérie 2023, la presse sportive a fait un déplacement en nombre en Algérie pour cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur propre pays. Oran, qui accueille deux groupes, à savoir D et E, n'a pas fait exception. Comment la presse arrive à faire son travail? Élément de réponse dans ce reportage signé Abou Koné et Isaac Tchenou, nos envoyés spéciaux. Difficile de réussir l'organisation de ce CHAN sans la presse. Sur le site de Oran, ils sont venus nombreux. De la phase d'accréditation à la tribune de presse, les journalistes apprécient. Jeff Guetaman Mading, journaliste camerounais. On va dire on est satisfait des conditions de travail. Déjà, nous nous trouvons en ce moment dans le centre média du stade. Déjà sur la table, il y a la feuille du match, la première rencontre. Puis c'est ici que nous recevons les passes qui nous permettent d'avoir accès à la tribune média et autres. Barwin Sama, journaliste camerounais. Je suis très impressionné par l'accueil réservé à la presse étrangère. Nous sommes pris aux petits soins, ce qui n'a jamais été le cas par rapport à différentes compétitions internationales que j'ai eu à couvrir, même des escortes. Rachid Barbi, journaliste international. Et la presse est satisfaite, grandement satisfaite des conditions de travail, du fait de voir des étrangers revenir en Algérie, surtout que l'Algérie aspire à organiser la CAN 2025. En ce qui concerne l'organisation de la compétition, les hommes des médias se prononcent. Rachid Barbi, journaliste international. Il me semble que toutes les conditions sont réunies pour que ce CHAN soit une réussite totale. L'État algérien a mis tous les moyens possibles pour que ce CHAN soit une réussite sur tous les plans. Barwin Salma, journaliste camerounais. C'est un challenge que l'Algérie a mis par rapport au prochain organisateur du CHAN, parce qu'il va falloir que le prochain pays qui va organiser la prochaine édition du CHAN puisse relever ce défi dont l'Algérie a mis cette fois-ci. Seule grande difficulté, il est interdit de filmer en dehors du stade. Au rang au 7e CHAN, Abou Koné Isaac Tchenou pour l'ORTN. Sur le plan national, la 6e journée du championnat national de football féminin se poursuit cet après-midi avec 2 matchs dans la poule B au stade Modibo Keïta. En première heure, l'USFAS jouera contre l'AS Soudoubaba de Mopti et en seconde rencontre, Amazon Commune 5 sera face à l'entente sportive de Srakro Megetana. Et dans le groupe A, Centro IFC en découdra avec l'AS Real vendredi. Entre autres résultats déjà enregistrés dans la poule A, Super Lion Tigresse 12 buts à 0. L'AS Police et l'AS Momo de Sikasso ont fait match nul, 2 buts partout. Dans la poule B, Badenia FC n'a pas fait le poids devant l'AS Mandé de la commune 4 qui gagne par 11 buts à 0. Hors du continent, pour boucler cette page des sports, la Supercoupe d'Italie, l'Inter Milan se juge la 7e Supercoupe d'Italie de son histoire. Il n'y a pas eu de match à Riyad face à son grand rival et voisin de l'AC Milan. Comme l'année dernière, le trophée de la Supercoupe d'Italie est donc revenu à l'Inter Milan. La formation de Simone Inzaghi a conquis ce titre hier en dominant l'AC Milan. Score final 3 buts à 0. Chronique judiciaire. Le droit international humanitaire DIH, appelé aussi droit de la guerre ou droit des conflits des armées, il vise à réglementer les moyens et les méthodes utilisées par les différents protagonistes sur le théâtre des opérations. Il exige des parties au conflit qu'elles prennent soin des blessés, des malades et qu'elles protègent le personnel médical. Suivez en rediffusion ce numéro de la chronique judiciaire, une réalisation d'Adama Djimde. Le droit international humanitaire DIH est un ensemble de règles qui visent à limiter les effets des conflits armés. Il restreint le choix des parties en conflit quant aux méthodes et moyens utilisés pendant les hostilités. Le DIH est un des outils les plus importants dont dispose la communauté internationale pour que la sécurité et la dignité des personnes soient respectées lors des conflits armés. Guidé par le principe selon lequel même la guerre a des limites, il vise à préserver une certaine humanité au cœur des conflits. Koulibaly Kani Elisabeth Sogouba, conseillère juridique chargée de la mise en œuvre du droit international humanitaire au CICR. Le DIH, il s'applique en période de conflit armé. Donc les conflits armés peuvent être soit des conflits internationaux, c'est-à-dire des conflits qui opposent au moins 2 États, ou encore des conflits armés non internationaux, c'est-à-dire un conflit qui oppose un État à des groupes armés, ou encore un conflit qui oppose des groupes armés entre eux. C'est ce qu'on appelle les conflits armés non internationaux. Le DIH réglemente la conduite des hostilités sur le terrain par les différents protagonistes et la protection de certaines catégories de personnes.
En fait, ceux qui bénéficient de la protection du DIH sont essentiellement les civils protégés par le droit international humanitaire. Il y a un principe cardinal du droit international qu'on appelle le principe de distinction, qui demande à ce que les parties à un conflit armé puissent faire la distinction entre les civils et les biens qui peuvent être objets de l'action militaire qu'on appelle les objectifs militaires. En plus des civils, les combattants qui ne combattent plus, des blessés et des malades, c'est-à-dire des combattants ou des militaires qui étaient dans le feu de l'action, mais pour raison de blessures, de maladies, ne peuvent plus combattre, sont aussi des personnes qui sont protégées par le droit international humanitaire. Ceux qui ont été capturés, c'est-à-dire les détenus, les prisonniers de guerre ou encore les personnes aussi qui se sont rendues, ce sont des personnes qui sont protégées par le droit international humanitaire. Donc essentiellement, le DIH protège deux catégories de personnes, les civils et aussi les personnes qui ne combattent plus. Le droit international humanitaire exige des parties au conflit qu'elles préservent la dignité des prisonniers de guerre, notamment en autorisant les visites des délégués du CICR. Voilà, c'est la fin de cette édition à 7h passées de 28 minutes. Sa mise en onde est assurée par Alou Koulibaly, réalisation et coordination Ousmane Daou, un journal présenté par Agibou Koulibaly, mise en ligne Tamsir Diabaté et toute son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième édition de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la couleur du temps avec Djenaba Doumbia, suivi des avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly. Nous disons toujours que la force du Mali Koura émane de l'union sacrée des filles et des fils du pays. Cette union donne la force à nos femmes. Soutenons-les nuit et jour. Bonne fête aux femmes et passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali. À nous revoir.